Alors, attends, c'est quoi le bidule? Moi, j'ai fait le traitement. J'ai les mêmes recos que mes collègues. Alors, sur le traitement, Anthony, il va vraiment revenir sur les durées de traitement. Je sais pas si moi, c'est hyper bizarre. Anthony va revenir sur les durées de traitement et moi, je vais juste parler du choix des molécules. D'accord? Donc, je fais vraiment le début, il fait la suite. Ah. Donc d'abord, en premier point, sur où on soigne le patient. Donc dans les recos, c'est clair que le diagnostic doit se faire dans un centre hospitalier. Donc si vous avez une suspicion en ville, eh ben, vous l'adressez à l'hôpital, ça c'est sûr. Et après le traitement, dans les recos, ils disent que pour certaines personnes, on peut envisager un traitement en externe. Donc il faut avoir un score PESI à 0 et évaluer le risque hémorragique et évaluer le patient dans sa globalité, etc. Moi, de ma petite expérience de Mahorez, je trouve ça très risqué de faire sortir quelqu'un avec une embolie pulmonaire et je pense qu'on n'est pas à 24-48 heures et que ça, à mon avis, ça se garde, même ceux qui ont un risque faible. Voilà, ça c'était mon petit point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Dans les recos, ils disent qu'il faut une filière spécifique à la prise en charge de l'embolie pulmonaire. On l'a pas. Ils disent qu'il faut aussi une consultation spécialisée précoce. On l'a pas. Donc, à mon sens, c'est un peu joueur. Après le délai, Marion l'a déjà dit, ils insistent aussi là-dessus dans les recos sur le délai. Si vous y croyez, ça c'est en fonction de la probabilité, hein, pas de la gravité, mais de la probabilité. Si vous y croyez, vous pouvez le mettre immédiatement, à partir de 4 heures et 24 heures, enfin voilà, en fonction de... Mais ça, Marion l'a déjà dit, donc je redis pas. Ah, mais je suis... Ok. Donc, tout le principe du traitement de l'embolie pulmonaire va être en fonction de la gravité du patient. À la phase aiguë, hein. Donc, à la phase aiguë, on traite en fonction de sa gravité. Donc, en gros, vous utilisez le score PESI comme on l'a déjà dit et vous obtenez ce truc-là. Et donc, en fonction de toutes les catégories, s'il y a un risque élevé, un risque de complications élevé, un risque de complications intermédiaire fort, intermédiaire faible et faible, à chaque fois, il y aura un traitement différent dans ces trucs-là. Donc, je commence par la droite et je reviens. S'il y a un risque élevé, le traitement, c'est la thrombolyse dès que possible, en l'absence de contre-indications. Je vous ai mis les contre-indications. De toute façon, il n'y a pas d'urgentiste. Donc, je n'en parlerai pas plus, je connais mal. Ah, heureusement que c'est là. Hein. La rescapée. Elle est cachée dans un buisson. Avec l'argent. Alors maintenant, on parle donc de toutes les autres catégories qui nous concernent un peu plus. Donc s'il y a un risque de complications intermédiaires fort, le traitement, c'est plutôt de mettre de l'héparine IVSE. Pourquoi de l'héparine IVSE? Principalement parce que ça s'arrête facilement. Ça a une demi-vie très courte, donc si vous devez thromboliser finalement, bah, vous pourrez thromboliser en arrêtant un peu avant. Si vous devez, s'il y a des complications, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est maniable, qui est utile, donc ne pas hésiter en hospitalier à mettre de l'héparine IV. Marion, tu es prête? Écoute, oui, il faut faire un bolus. Il faut faire un bolus, sinon après vous allez courir après l'héparinémie qui sera pas bonne. Donc il faut faire un bolus en fonction du poids, puis une dose continue et surtout le surveiller. Et je dis ça, généralement la première surveillance est bien faite et les autres surveillances sont mal faites. Et là, ça c'est mon expérience d'avoir vu souvent des patients qui ont 2-3 jours d'héparine IV et pas d'héparinémie. Donc voilà, il faut vraiment tous les jours à minimum faire une héparinémie et après chaque modification de dose. Surveiller les plaquettes et vraiment éviter la forme sous-cutanée curative, hein, j'entends, qui n'est pas... Alors j'ai un pharmacien qui pourra confirmer, mais globalement c'est un passage systémique qui est un peu merdouilleux, donc on ne sait pas très bien ce qu'on donne pour les adaptations de doses, etc. Donc on le fait en IV seulement. Voilà. Après, pour les autres, intermédiaires faibles ou faibles, juste celui-là, une fois qu'il est stable, après, il passe dans la catégorie suivante. Donc, après quelques jours d'héparine, vous allez lui mettre des traitements plus simples. Donc là, intermédiaire faible, il y a pas mal de choix de traitement.
Moi, j'ai voulu mettre un truc un peu de biochimie, mais j'y connais rien. Mais ça faisait joli. Donc, il y a les AOD, donc anticoagulants oraux directs. Alors, on n'a pas de conflit d'intérêt, vous avez bien compris qu'on n'était pas payé, mais en fait, comme au CHM, on n'en a qu'un, c'est vrai qu'on parle de celui qu'on a. Mais en réalité, il y a aussi l'apixaban, qui est un bon anticoagulant. La seule différence, c'est qu'il est en 2 prises par jour et qu'il n'a pas tout à fait le même protocole de traitement. Donc, il faut faire une dose de charge pour le rivaroxaban, 15 mg 2 fois pendant 3 semaines, puis après, il y aura un relais de 20 mg une fois. L'apixaban, c'est 10 mg 2 fois, puis, on n'utilise tellement jamais, puis 10 mg. C'est ça l'apixaban? Ah non, puis 5 2 fois. 10 mg 2 fois, puis 5 2 fois. C'est contre-indiqué si vous avez une insuffisance rénale. Il n'y a pas de surveillance biologique. Et les autres AOD ne sont pas recommandés. Celui qui s'appelle dabigatran, il n'est pas recommandé dans l'embolie, dans la maladie thromboembolique veineuse. Et l'autre, on l'a pas en France, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui. Alors, j'ai quelqu'un qui corrige ma présentation. Et donc, effectivement, on est bien dans la maladie thromboembolique veineuse dans laquelle on fait un bolus. Et quel que soit le traitement, il y aura un bolus au début. Dans la FA, il n'y a pas de bolus. On n'est pas du tout, là, je suis bien dans la maladie thromboembolique veineuse. Dans la FA, on commence à la base, à la dose normale. Donc, vous faites attention aux interactions médicamenteuses. Ouais. Peu importe le poids du patient, on pourra mettre l'AOD. L'AOD, ouais, peu importe le poids. Je ne crois pas qu'il y ait de... Les poids extrêmes, parfois, il y a... Des demi-doses qui ne sont pas validées, non, je suppose. Des gens qui font des demi-doses. Ah oui, c'est ça. Anthony, il confirme en disant qu'il n'y a pas de restriction de poids, mais qu'après, si tu n'es pas sûr de toi et que vraiment tu es genre devant quelqu'un de 30 kg ou de 150 kg, tu fais plutôt une HBPM, enfin même du Fondaparinux. Je vais y revenir. Vous faites attention aux interactions médicamenteuses, il y en a quand même pas mal, surtout sur les antibiotiques, en particulier... voilà. Hop. L'autre traitement qui est possible, c'est les HBPM. Ça, c'est pas mal utilisé, effectivement. Donc, celui qu'on utilise, c'est l'enoxaparine en 2 fois par jour en sous-cutané. Normalement, il n'y a pas de surveillance particulière, il n'y a pas de dosage, sauf si vous avez un risque, donc justement poids extrême, grand âge, l'insuffisance, la créate qui est un peu limite. On peut faire un anti-DISA. Louis, on peut faire un anti-DISA au CHM? Il me dit oui, bien sûr, donc vous pouvez. 3 à 4 heures après la 3e injection. Il faut surveiller les plaquettes que si ils ont été déjà exposés à de l'héparine ou si vous avez une chirurgie récente. L'autre, c'est le Fondaparinux, qu'on utilise moins, mais qui pourtant est celui qui est validé dans les poids extrêmes. Donc, il serait probablement intéressant. Mais lui, il n'est pas dispo au CHM. Il est dispo au CHM. Oh, on a tout. Et enfin, après, même les risques intermédiaires faibles, si vous avez une insuffisance rénale, si vous avez une contre-indication X ou Y, vous pouvez très bien débuter par de l'HNF pendant quelques jours, le temps de vous laisser la réflexion de qu'est-ce qu'on va mettre comme traitement. Et souvent, le traitement qu'on va mettre si on a des contre-indications, ce sera les AVK. Donc, si vous avez commencé par débuter un traitement par HBPM, Fondaparinux ou HNF, vous n'allez pas le laisser au long cours. Donc, il faut envisager un relais par AOD AVK assez rapide. Le relais par AVK, vous pouvez mettre la première dose d'AVK dès le soir même de son traitement. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille. Vous débutez et le soir même, vous mettez l'AVK pour débuter le relais. L'AOD, en revanche, vous le débuterez après avoir arrêté. C'est bon? Ça va le... On n'a pas le temps de faire tout un topo sur les AVK qui sont une entité à part entière, mais que généralement les médecins généralistes maîtrisent bien. Mais voilà, il faut la débuter le plus vite possible pour faire le relais parce qu'il faut avoir 2 INR supérieurs à 2 pour pouvoir l'arrêter. Et surtout, les AVK, ça nécessite une éducation vraiment importante du patient. Nous, on a fait des espèces de petites fiches, enfin de petits carnets AVK que vous pouvez nous demander. Enfin, c'est pas moi qui ai fait, mais... Ils sont en ligne sur le meilleur site du monde, cardiomayade.fr. Attention, placement de produit. Mais donc, en fait, c'est un truc avec des dessins et on met le nombre, etc. Parce que c'est finalement pas si simple pour les patients. Et les indications, il y a des indications qui sont vraiment formelles, qui sont l'insuffisance rénale chronique, le syndrome néphrotique. On ne sait pas, même s'il a une fonction rénale normale, le syndrome néphrotique, comment les AOD agissent avec l'hypoalbuminémie. Donc, s'ils ont un syndrome néphrotique, c'est plutôt AVK.
le SAPL et le déficit en AT3, qu'on n'a pas beaucoup. Le cas particulier des insuffisants rénaux, entre 20 et 30, vous pouvez mettre la tinzaparine, c'est l'INOEP. Et inférieur à 20, HNF, puis relais AVK. Le cas particulier des cancers, c'est normalement HBPM pendant toute la durée du traitement. En pratique, HBPM, c'est quand même un peu raide pendant 3 mois, 6 mois. Donc, on peut mettre des AOD. Eux, ils mettent pas dans le cancer digestif. Bah, franchement, c'est quelqu'un qui n'avait pas de maladie thromboembolique qui a fait la reco, quoi, parce que... Mais du coup, quand on dit on est une EP non provoquée, on suspecte un cancer, c'est pas une raison de laisser l'HBPM au long cours. C'est-à-dire à quel point on suspecte un cancer. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'étiologie retrouvée, la suspicion elle est molle, donc on ne se prive pas de mettre les gens sous AOD. Après, s'ils ont une énorme patate dans le poumon et qu'il faut faire le bilan, c'est mieux l'HBPM parce que pour la chirurgie, la biopsie, ça sera plus facile. Mais laissez pas les gens des mois sous l'HBPM parce qu'ils ont une EP sans étiologie. Oui, et d'autant... Les médecins ont peur des AOD, ils mettent des HBPM beaucoup. D'autant que les HBPM, outre le fait que c'est une injection, que ça fait mal, surtout c'est des effets secondaires qui sont quand même plus importants que les AOD avec la TIH et l'ostéoporose, enfin une hypominéralisation. Je vais pas me lancer dans des... Ça va en ville ou pas? Ouais, en ville, ouais. La grossesse, bah là par contre la grossesse c'est HBPM et l'allaitement c'est HBPM ou AVK. Les AVK ça donne des embryopathies, les AOD pendant la grossesse c'est pas testé. Donc pour l'instant on n'a que ça pour la grossesse. Ouais. L'insuffisant hépatique, bah heureusement on n'en a pas trop à Mayotte. C'est HBPM puis AVK. C'est pas très bon, c'est pas très bien parti pour eux quand même. Le cas particulier de la TIH, normalement, c'est l'orgarant qui est en sous-cute et puis un relais AVK. Et le fond d'Aparinux, point d'interrogation. C'est pas recommandé, mais ça se fait, c'est ça? D'accord. Bah Ah, c'est IVSE? Non, ça existe aussi en sous-cute? Ça existe en sous-cute. Ouais. Mais en gros, la TIH, c'est tout le monde veut que ça soit ça et souvent c'est pas ça. Oui, voilà. Et alors, il y a des scores assez précis sur qui a une TIH et il n'y a pas tant de gens qui ont des TIH en fait. Mais ça, on pourrait faire un topo là-dessus et donc je mets juste un petit point sur l'EP sous-segmentaire isolé. Premièrement, sur les recos, elles sont hyper claires, c'est faites relire le scanner. Et c'est très rentable. On a eu le cas avec Julie il y a 1 mois d'une femme enceinte qui était partie pour 9 mois d'HBPM. On a fait relire le scanner, il n'y avait pas d'EP. Donc je pense que vraiment ça vaut le coup de faire relire le TDM. S'il y a juste une EP sous-segmentaire unique, pas de TVP associé et pas de facteur de risque, mais les facteurs de risque, Anthony y reviendra, alors on peut ne pas traiter et on peut aussi surveiller uniquement cliniquement. Et la durée de la phase aiguë, parce qu'Anthony viendra sur la suite. Vas-y. Ouais, j'ajoute juste un truc, c'est... Ne pas faire des coups. Non, effectivement, faut pas faire des coups, mais c'était pas ça. En fait, des fois, on parle d'EP qui ont les dédimères négatifs et oulala, ça fait peur parce que du coup, on a fait les dédimères, on a raté l'EP. Souvent, les EP à dédimères négatifs, c'est ce genre d'EP complètement sous-segmentaire et qui finalement ne nécessite pas de traitement. Je crois que de toute façon, globalement, je parle pas des durées de traitement parce que donc Anthony va y revenir, mais globalement, vous avez bien compris qu'il y a une espèce de bolus, une phase aiguë de traitement qui est vraiment de 21 jours pour le rivaroxaban, ça c'est décrit comme ça, de 7 jours pour l'apixaban, et pour tout ce qui est HNF, HBPM, 5 jours, a priori, c'est pas si clair. Il est recommandé une mobilisation précoce si les patients sont stables, et il est recommandé une compression de classe 3, ce qui n'est pas facile. En conclusion, ça donne à peu près ça. S'ils sont tout à droite avec un risque élevé, c'est thrombolyse et relais. Intermédiaire fort, c'est HNF puis relais. Et puis les autres, c'est prioritairement plutôt les AOD, HBPM, HNF, mais tout ça en fonction du contexte et des très nombreuses situations cliniques. Et donc Anthony va vous dire combien de temps il faut les soigner.